Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 24 heures Sénat. Tout de suite, les titres de ce journal. Oui, pour inscrire les enfants nés à l'étranger d'une GPA à l'état civil français, mais sous condition de preuve de filiation. C'est ce que recommande le procureur général de la Cour de cassation. Une recommandation qui pourrait changer la jurisprudence en France. Les explications dans notre journal. Un peu d'optimisme, selon l'INSEE, la croissance devrait revenir en France et devrait atteindre 1,2% à la fin de l'année. Nous en parlerons dans ce journal avec notre invité, l'économiste Olivier Pastré. Et puis retrouvez à la fin de cette édition le très attendu Micro trop tard d'Alex Darmon. Au menu de cette semaine, une question du bac de philosophie. La politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité ? La décision finale a été mise en délibéré, mais on connaît désormais la recommandation du procureur général de la Cour de cassation sur le délicat dossier de l'inscription à l'état civil d'enfants nés à l'étranger par GPA. La Cour recommande une inscription, mais l'assortie de conditions, une conséquence de la récente condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Les explications de Julie Hulin. Les enfants nés à l'étranger de gestation pour autrui pourront-ils être inscrits à l'état civil ? Une question délicate qui alimente toutes les controverses. Devant la Cour de cassation, le sort de 2 enfants nés en Russie de mère porteuse. Leurs pères respectifs des Français demandent que leur acte de naissance soit transcrit à l'état civil. Une demande qui s'appuie sur l'arrêt rendu il y a 1 an par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle avait estimé que la France devait veiller à l'intérêt supérieur des enfants, quel que soit leur mode de conception. Une position partagée par la garde des Sceaux ce matin. Moi, je reste convaincue que les enfants n'ont pas à répondre de leur mode de conception et qu'ils ont droit à leur état civil, qu'ils ont droit à leur identité reconnue dans les registres français. Opposées à cette inscription, certaines associations dénoncent un processus qui contribuerait selon eux à reconnaître une GPA pourtant interdite en France. Le procureur général a lui recommandé une inscription à l'état civil sous condition qu'un test ADN établisse la filiation. Je pense que M. le procureur général a dit des choses fortes qui vont certainement déplaire à ceux qui s'imaginaient qu'il allait s'opposer vent debout à la gestation pour autrui. Je pense que M. le procureur général a dit les choses tout simplement que l'intérêt des enfants, les intérêts ou l'intérêt devait primer. La Cour suivra-t-elle l'avis du procureur général ? Pour le savoir, il faudra attendre le 3 juillet prochain. Mais quelle que soit l'issue, l'arrêt rendu fera jurisprudence. Et cette bonne nouvelle, après 3 années moroses, la reprise serait de retour en France. C'est en tout cas ce que dit l'INSEE qui table sur 1,2% de croissance pour l'année 2015. Un début de reprise qui pour l'heure n'a pas de conséquences sur l'emploi. Les détails avec Sandra Cerquera. La croissance française grimpe plus fort que prévu et atteint 1,2%. 1,2%, c'est 3 fois plus qu'en 2015. Alors peut-on parler de reprise ? Oui, car l'économie confirme qu'elle va mieux. L'investissement des entreprises repart, plus 1%, tout comme la consommation des ménages, plus 1,9%. On a une conjonction assez positive de phénomènes. Donc on a d'une part l'euro qui a baissé, on a la baisse du prix du pétrole. Donc tout ça va redonner du pouvoir d'achat aux ménages. On a également un petit peu moins d'austérité. Donc tout cela mis bout à bout va avoir un impact positif effectivement sur la croissance. La reprise se dessine. La France devrait enfin sortir de la tendance de ces 3 dernières années. Le gouvernement s'en réjouit et prédit même 1,5% de croissance fin 2015. Mais malgré la croissance, il y a peu de création d'emplois et le taux de chômage reste stable, mais très élevé, 10,1%. Le gouvernement a mis en place le pacte de responsabilité, le CICE ou les emplois aidés. Mais cela permet à peine d'absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail. Il faudra donc faire encore plus pour stimuler l'économie française, d'autant qu'en zone euro, le taux de croissance devrait être de 1,4% en moyenne. Malgré les bons chiffres, la France reste tout de même à la traîne. Bonjour, et pour parler de cette question, nous recevons donc Olivier Pastré. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 8. Alors, ces prévisions de l'INSEE nous donnent-elles les raisons d'être optimistes ? Qu'est-ce que vous voulez comme réponse? C'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. 1,2 c'est mieux que 0,8, c'est moins bien qu'1,7, d'accord? Donc voilà, prenons ces chiffres pour ce qu'ils sont. Il y a une amélioration de la conjoncture
pour une raison qui est largement exogène. Baisse du prix du pétrole, baisse des taux d'intérêt, ça fait tout ça des éléments de croissance pour lesquels on n'a aucune responsabilité. Il faut surtout pas en tirer la conclusion que tout va bien, parce que d'abord, ces éléments extérieurs sont susceptibles de s'inverser, et puis, malgré tout, ça suffit pas à créer les emplois. Pour une raison, entre autres, c'est qu'on a une démographie très positive. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes sur le marché du travail, ce qui est quand même une bonne nouvelle, enfin, qui essaient d'aller sur le marché du travail, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais si je comprends bien, le gouvernement, lui, n'est pour rien dans ces chiffres. Dans une économie mondialisée, plus aucun gouvernement n'y est pour grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des réformes. Alors, est-ce que la loi Macron va avoir un effet sur l'emploi? La réponse est peut-être, et probablement dans 3 ans. Ne croyons pas que la politique économique a aujourd'hui un rôle aussi majeur qu'elle l'avait dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des réformes. Les réformes permettent la création d'emplois, et les réformes qui ont été faites depuis 2 ou 3 ans vont plutôt dans le bon sens. Un des points positifs, quand même, qui est souligné par l'INSEE, c'est l'investissement qui repart visiblement. Oui, mais il repart après avoir été tellement faible que c'est plutôt dans la série, c'est bon quand ça s'arrête. Voilà. On arrête de ne plus du tout investir. On a des taux de croissance de l'investissement qui sont relativement sympathiques, mais parce que le niveau d'investissement est très faible. Ne tirons aucune conclusion des prévisions de l'INSEE. C'est pas une mauvaise nouvelle. Suite à une période où on n'avait que des mauvaises nouvelles, prenons aussi le verre à moitié plein. Et à quelles conditions maintenant on peut agir sur l'emploi ? Mais on ne peut pas agir sur l'emploi. Ceux qui agissent sur l'emploi, c'est les chefs d'entreprise. Alors on peut les conforter. Il y a une phrase qui est déterminante en économie, qu'a prononcée Roosevelt au lendemain de la crise de 29. What we must fear is fear. Ce que nous devons craindre, c'est la peur. L'élément majeur de l'investissement, de l'exportation, de la création d'emplois, c'est la confiance. Bon, comment est-ce qu'on restaure la confiance après une crise aussi grave que celle qu'on traverse ? Je ne sais pas, c'est évidemment très, très difficile. Évidemment qu'il faut faire des réformes. Ce gouvernement en a fait plus que le précédent. J'espère moins que le suivant. Voilà, ne croyons pas qu'il va y avoir des créations d'emplois, une inversion de la courbe du chômage dans les semaines qui viennent. C'est pas la réalité, c'est pas la réalité démographique, c'est pas la réalité de la croissance française, européenne. Contrairement à la croissance mondiale qui est très forte et dont on bénéficie, parce que la croissance mondiale c'est 3,5% par an, ce qui est énorme par rapport à nos 1,2. Et évidemment que des pays qui croissent, ils achètent des produits français, entre autres. Merci Olivier Pastré d'avoir été sur notre plateau. Il se mobilise pour la Grèce. Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly et le sénateur Pierre Laurent, 50 personnalités politiques et du monde associatif, lancent un appel à François Hollande pour que la France soit aux côtés du peuple grec. Il demande au président une initiative pour débloquer les négociations entre l'Eurogroupe et le gouvernement grec. Lundi, une nouvelle réunion cruciale est organisée entre l'Eurogroupe et les autorités grecques. Revenons maintenant sur une proposition de Jean-Pierre Raffarin. Pour répondre à la crise des migrants, l'ancien Premier ministre suggère d'accueillir les demandeurs d'asile dans les zones rurales. Une manière, disait-il sur notre antenne, de sauver les territoires menacés de désertification. Cette initiative de l'ancien Premier ministre est-elle crédible? Élément de réponse avec Mounir Soussi. Lutter contre la désertification rurale tout en contrôlant l'afflux de migrants. L'idée de Jean-Pierre Raffarin est simple, permettre aux étrangers de s'installer en dehors des grandes villes. En plus de redynamiser la démographie de ces zones, cette solution présente d'autres avantages pour l'ancien Premier ministre. On ferait en sorte que l'étranger, au lieu de venir déranger, il vient sauver un territoire, il participe à une dynamique. Et si c'est à doses qui sont des doses humainement acceptables par les uns et par les autres, l'intégration est globalement réussie. Une vision positive de l'immigration dans cette période de crise autour de la situation des réfugiés. Les associations de soutien aux demandeurs d'asile voient d'un bon œil cette initiative, mais restent prudentes sur sa mise en place. Ce qui est intéressant dans la proposition de Jean-Pierre Raffarin, c'est cet appel à la solidarité. Mais ensuite, ça ne me paraît pas réaliste de répartir des familles demandeuses d'asile dans des communes qui seraient quelque peu désertées. Car la situation de l'emploi est centrale pour une installation réussie. Et dans ces territoires, les débouchés restent très limités.
les campagnes n'ont pas à être remplies, elles ont à aider à être développées. L'équipement et les structures sociales en milieu rural sont beaucoup moins développées, et donc la question n'est pas de dire on va faire du chiffre, la question est de dire comment est-ce que des territoires qui ont envie de se poser cette question-là peuvent être aidés à l'accompagnement et à l'accueil. Sur le plan national, la proposition fait déjà débat. Si des députés socialistes approuvent l'idée, le FN accuse Jean-Pierre Raffarin de vouloir étendre l'immigration. Crise des migrants, toujours avec une métaphore qui passe mal. En meeting à l'Isle-Adam hier, Nicolas Sarkozy a comparé l'afflux de migrants à une fuite d'eau. Manuel Valls, en déplacement au Bourget, a réagi à ces propos. On l'écoute. Je pense que tous les responsables politiques doivent, dans l'attitude comme dans le langage, être au niveau de ce que les Français attendent. Tous les mots qui blessent, qui divisent, les insultes, les comportements, nous les avons vus hier à l'Assemblée nationale, qui consistent à crier, à interrompre, les Français n'en veulent plus et n'en peuvent plus. Et si nous voulons redonner confiance à nos compatriotes dans l'action publique, dans la parole publique, nous devons être bien sûr les uns et les autres, moi le premier, évidemment, exemplaire dans l'attitude, dans les mots que nous utilisons et en faisant en sorte qu'on ne divise pas. Je pense que la vie politique mérite plus que ces phrases qui sont stigmatisantes et qui ne sont pas au niveau. François Hollande, en visite en Slovaquie, a également réagi aux propos de Nicolas Sarkozy. Sur ces sujets, il appelle à la gravité et à la maîtrise. Le procès de Jérôme Cahuzac aura bien lieu. L'ancien ministre du Budget a été renvoyé en correctionnel pour fraude fiscale. Il sera jugé pour avoir caché l'existence d'un compte à l'étranger, mais aussi pour avoir menti lors de sa déclaration de patrimoine au moment de son entrée au gouvernement. Il risque jusqu'à 7 ans de prison, 2 millions d'euros d'amende et l'inéligibilité. Place maintenant au micro-trottoir. Cette semaine, Alex Darmon, solidaire avec les lycéens, a décidé de repasser le bac de philo et a planché sur la question « La vérité est-elle une exigence en politique ?» Allez, on regarde. George Eliot disait « Il n'est jamais trop tard pour être ce que vous auriez pu être ». Ah, Alex Darmon disait « Il n'est jamais trop tard pour faire un micro-trottoir ». Quel génie. Cette semaine, 685 000 lycéens ont commencé le baccalauréat par l'épreuve de philo. Alors faut-il réformer cet examen et surtout, qu'auriez-vous répondu aux épreuves de cette année? Allez poser les stylos, on va vous corriger. Vous regardez les corrigés du bac? Et non, même pas. Vous avez pas vu les sujets? Et pas en histoire géo, mais en philo, je les ai vus, pourquoi? La politique échappe-t-elle à l'exigence de vérité? Je pense pas. Peut-être pas très philosophique. Eh ben non, elle échappe pas à ça, non. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait quelques secrets en politique. Finalement, le gouvernement est représentatif de la population française. Voilà, après le bac, les cerveaux quittent la France. Ça y est. Mais si vous passiez le bac, on vous aurait jamais laissé rentrer, là. Ah, vous êtes en retard. Je suis en retard. J'ai monté les escaliers à 4 à 4 quand même. C'est vrai, vous auriez une bonne note en sport, ça veut dire. Par rapport au sujet de philosophie, hier, vous l'avez vu ou pas? Non, je n'ai pas repassé mon bac hier. Vous n'avez pas repassé? D'accord. J'ai vu qu'il y avait une question sur la vérité. Oui, en politique. J'aurais répondu oui et non. Et puis on répond en philosophie, après j'aurais fait une synthèse. La probité, la vérité et savoir s'adapter à la réalité. Toutes les vérités sont pas bonnes à dire, ce que vous me dites. Parfois. Enfin, à gauche, il y a beaucoup de menteurs. D'accord, à droite, non. Non. Jamais. Jamais. Vous pensez qu'un jour, on pourra passer son baccalauréat de la maison? Il n'y a pas que la philosophie, il y a aussi les maths au bac. Ouais. Avec un peu de Nutella à côté, histoire de vraiment être détendu, quoi. Je sais pas si il faut être si détendu que ça. J'ai eu mon bac avec 10,1 de moyenne, donc j'étais très nulle. Ah, non, le plus important, c'est de l'avoir. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. C'était plus important. Et après, je me suis mise à travailler. 49 plus 3, ça fait combien? 52, vous voulez me faire dire quoi? 52 quoi? Frondeur? 52... Non? Vous faites de l'humour gratos, là. Merci beaucoup, monsieur Assouline. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez La Politique c'est net. Caroline Deschamps parle du FN sur Internet, un parti visiblement très connecté. Bonne et belle soirée à tous sur Public Sénat.